parler de l'innovation dans les services, j'ai appelé chronique d'une révolution en cours, et donc ça sera en 3 parties en fait. Une, retour sur les fondamentaux de l'innovation, puisqu'aujourd'hui on revient sur des fondamentaux pour aller plus loin. 2, retour de l'humanisme comme objectif fondamental. En anglais on dit human-centric, mais on va voir tout ce que ça implique. Et puis en dernier, révolution digitale, révolution des réseaux, donc qu'est-ce que ça apporte donc, au secteur dit des services. Alors, innovation, les fondamentaux, hein, c'est quoi l'innovation? Alors, je passe sur les rêves qu'on transforme en réalité. Hein, vous avez un portable, vous dire, t'es où? Je suis à la Défense, et toi à Auckland, je te rappelle tout de suite. Vous voyez, ça, c'était le rêve il y a encore quelques années. Hein. Et donc, ce qui arrive, en fait, petit à petit, on s'habitue au rêve, on a un rêve qui va plus loin. Introduction dans la réalité, ben, c'est la différence entre l'invention et l'innovation. Tant que c'est pas dans la réalité, c'est pas une innovation. Donc, c'est pas que technique, c'est financier, c'est réglementaire, etc. C'est sociologique. Il faut conduire le changement et choses de cette nature. Mais là, je vais zoomer juste sur la définition la plus générique et la plus fondamentale pour voir que ça bouge dans les 3 éléments. Intégrer le meilleur état des connaissances. On va jeter un œil, c'est pas de la tarte, ça bouge vite, il y a du monde qui pousse les connaissances. Dans un produit, là, on est dans le concept produit ou service, mais en économie, on utilise le même mot. Donc, dans quelque chose de créatif, les connaissances ne s'organisent pas toutes seules. Tout ça n'a d'intérêt que si ça permet d'aller plus loin dans la satisfaction des individus et de la société. Si ce n'est pas le cas, c'est rejeté. 2/3 des innovations en moyenne sont rejetées par le marché. C'est assez stable sur longue période et entre les différentes organisations. Je passe sur les autres définitions qui fait qu'il faut dépasser sa nostalgie pour innover. Et ça vient vite, la nostalgie. Alors, si on regarde l'élément fondamental, d'un côté, on a les technologies. Là, c'est un vieux Pentium 4 traité en version pop art pour le rendre un peu sympa. Et de l'autre côté, on a la vie. Alors, c'est compliqué à droite, mais on est dans une logique technique. On est dans les sciences exactes, ou plus ou moins presque exactes. Hein, c'est une technologique. Et on doit améliorer la vie des gens, c'est de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Là, c'est très compliqué, plus compliqué qu'à droite, en fait. C'est des gens avec leur emploi ou leur chômage, leurs enfants, leur retraite, leurs maladies, leurs femmes, leurs vacances, leurs besoins de découverte, enfin, tout ce qu'on veut. Et l'objectif, c'est en utiliser ce qui est à droite pour améliorer ce qui est à gauche. Hein, transformer des mégahertz en bonheur brut, si, dans la mesure ou pas trop brut d'ailleurs. Bon. Donc ça situe. Il faut créer de la valeur au passage. Ça résume l'aspect d'innovation. Alors on regarde les 3 parties. Intégrer le meilleur état des connaissances. Quelques chiffres. On a passé 10 millions de chercheurs et ingénieurs en R&D à plein temps dans le monde. Il y a 15 ans, ils étaient que 5 millions. Donc 15 000 articles scientifiques par jour. Je parle que d'articles scientifiques, pas vulgarisation. Ça fait 4,5 millions par an, publiés par 110 000 revues scientifiques. 1 million de brevets accordés par an depuis 2008, on a passé 1 million par an, ce qui fait 7,8 millions de brevets actifs dans le monde. Donc, sachez qu'un quart des brevets perdent toute valeur dans le trimestre suivant leur dépôt, déjà dépassé par mieux. Il y a des domaines, en plus, on ne brevete pas tellement, donc 1000 milliards de R&D, et tout ça va être multiplié en 10 ans, pensez que ça prendrait 25 ans. Pourquoi? Les Chinois ont 1 million de chercheurs, ils en veulent 4 millions, tout à fait cessantes, ils ont les bonhommes et l'argent. Les Indiens, 650 000, ils en veulent 3,5 millions. Je passe, Brésil, etc. Donc, côté poussé, intégrer le meilleur état des connaissances, personne sur Terre peut dire qu'il peut intégrer le meilleur état des connaissances, et même en formant des gens des valeurs dites technologiques, du fait qu'il y a interférence des technologies en amont. Prenez le cas de Kodak, ce qu'on pouvait faire avec des films et des pigments, c'est remplacé par des matrices CCD, donc ça change tout quand vous avez 190 usines chimiques. Donc voilà, pousser scientifique et technique, c'est un défi pour toutes les entreprises. Au point que notre grand sociologue Edgar Morin dit la combinaison de ces savoirs est l'enjeu fondamental actuel. La société est surprise qu'il y ait autant de techno et de sciences et aussi peu de délivrables améliorant la vie des gens. Donc cette synthèse créative, intégrer tout cela pour faire des choses plus efficaces, des avions, des centrales électriques, autre chose, ou des services rendus, est un des grands défis actuels, puisqu'il faut que ces gens-là comprennent ou qu'il y ait des gens qui fassent la synthèse. Donc, voilà. Alors, le lien entre la science et technique, on a vu, recherche, création, ça pousse, recherche appliquée, des fonctionnalités, on appelle ça le technical push, ça pousse, on a vu, ça pousse, il n'y a pas de doute. En face, on a la société tout au loin, les rêves et désirs des gens, leurs idéaux, leurs attentes, leurs souhaits, leurs besoins, leurs demandes. Et
par analogie, apparemment, un prof avait un article à faire, il avait push, il a mis poule, à mon avis. Le marché, il n'a jamais rien poulé. Il faut aller le chercher, le comprendre, l'analyser. Un marché porteur, quelqu'un l'a porté. Sinon, le marché des tablettes est porteur parce qu'il y en a 2, 3 qui l'ont porté, si vous voulez. Donc c'est aussi compliqué que d'aller vers l'individu que d'aller vers les connaissances. Normalement, l'innovation, c'est mettre à disposition de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour aller le plus loin possible dans un domaine donné au niveau des attentes et rêves des individus. Je mets rêve, le dernier avion de Boeing, on reviendra dessus, s'appelle le Dreamliner, où j'en ai rêvé, Sony l'a fait, on tape à ce niveau-là, l'idéal. Ce point de ce qu'on peut faire idéalement à un moment donné, il se déplace assez vite dans le temps. C'est un point virtuel. Exemple tout simple, domaine de produit, vous voyez, 7 générations d'imprimantes. Pour ceux qui ont un peu de cheveux blancs, ils ont déjà connu 7. Machine à écrire électrique, IBM à boule, machine à marguerite, machine à matrice, bulle d'encre, jet d'encre, laser noir et blanc, laser couleur. À chaque fois qu'il y a une mutation, on l'a annoncé comme une révolution. HP introduit la machine Matrix, révolution copernicienne. Je passe sur toutes les entreprises qui ont disparu au passage de l'une à l'autre. Les usines, IBM ne fait plus d'imprimante, si vous voulez. Et vous voyez, ça a été vite. D'autant que chacun de ces produits, si vous le branchez, vous trouvez une vieille IBM à boule dans une armoire ou une machine à marguerite, vous pouvez la brancher, elle démarre au quart de tour. C'est-à-dire qu'elle a une durée de vie encore très longue. Et c'est-à-dire que le progrès des connaissances a entraîné une obsolescence. Ça a dépassé la durée de vie du produit. Et vous pouvez essayer de donner, vous dites on va pas garder ça, c'est Noël, je fais cadeau de nos vieilles machines imprimantes à matrice, une école à côté, vous verrez la tête de l'école. On va pas emmerder les gamins, un truc qui fait bzz bzz toute la journée, quoi. Donc ça vaut plus rien. Bon. Donc c'est pas si évident, vous voyez, cette poussée, plus on pousse en amont et plus ça pousse au bout. Alors, côté société, on a eu intégré le meilleur résultat des connaissances dans quelque chose de créatif, on va voir. Vous mettez 50 équipes d'ingénieurs, vous avez 50 standards à la sortie, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de fournir quelque chose de nouveau, si vous voulez. Et au bout, il y a des personnes. Alors, voilà, human-centric, retour massif de l'individu dans la société ou l'individu au travail, ça peut être le pilote, le chirurgien, enfin, ce que vous voulez, comme objectif fondamental et point de départ de l'innovation. Petit retour par la Renaissance, vous voyez ce dessin qui est le plus connu sur Terre, human-centric. La Renaissance, ça va apporter le brevet d'invention, le venture capital, la conception séparée de la production, des ignos, et l'humanisme comme objectif. C'est en 4 parties, améliorer la condition humaine, améliorer la relation des hommes, sinon ils ont tendance à se taper dessus, améliorer la vie dans la cité, construire la cité idéale, améliorer la relation à la nature. On fonctionne sur ce système depuis, il n'y a rien à jeter à ce niveau-là. Sauf qu'on va pouvoir faire un pas en avant. Voilà, schéma qui représentait ça. Cité idéale, améliorer le corps, l'esprit, la connaissance, voilà. C'était révolutionnaire parce qu'avant c'était pour Dieu, on faisait des cathédrales, ou pour le prince, ou pour le roi, ou pour le militaire. Là, c'est l'homme en tant qu'individu, quel qu'il soit. Alors, c'est dans cette relation à l'individu que se crée la vraie valeur de l'innovation. Vous savez, on dit faites des services à forte valeur ajoutée utilisateur. Bien. Ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'a de la valeur pour l'utilisateur. Si on ne connaît pas ces valeurs, on ne peut pas faire du produit à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire partir de la façon dont ils vivent les services, la façon dont l'idée qu'ils s'en font, etc. Ils sont variés, complexes, et essayer de faire mieux. Alors si on synthétise, pour les entreprises les plus innovantes au monde, on fait de la formation chez elles, on sait un peu comment on y pense, comprendre les rêves, désirs, espoirs, idéaux, souhaits, valeurs, attentes, besoins de ceux à qui on s'adresse. C'est valable aussi bien en B2B qu'en B2C. Respecter leur sensibilité, leur identité, leur culture, leur part de création, connaître leurs pratiques, leur niveau de connaissance, leur vécu, et essayer d'aller plus loin dans ce qui a été fait pour eux jusqu'à présent, en sachant qu'il y en a toujours au moins une demi-douzaine dans le monde qui sont capables aussi d'aller assez loin, et donc d'essayer de fournir quelque chose plus smart, plus branché, plus efficace, etc. S'il devait y avoir qu'un slide, c'est celui-ci qui est le plus important en termes d'innovation dans les services. Alors il faut aller chercher ce qu'on appelle les insides. Souvent on se contente de la superficialité des choses, les demandes des gens, mais personne n'a jamais demandé quelque chose qui n'existait pas, donc ça ne suffit pas. Besoin non plus, on n'a pas besoin de quelque chose qui n'existe pas, ça viendra beaucoup plus tard. C'est le ressenti profond, c'est pas juste l'usage. L'usage, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut avoir d'usage que de ce qui existe. Et donc, en fait, l'usage se créera en même temps que la proposition. Un exemple tout simple, la musique. Vous
savez, tout le monde se base sur la musique, iPod, iPhone, iPad, etc. Meilleure définition de la musique, c'est Bernard Lavilliers. Hein. La musique, c'est un cri qui vient de l'intérieur. C'est en aucun cas un usage de MP3. La musique préexistait, elle existera toujours. On pourrait dire aussi que c'est un usage des rouleaux de cire, que c'est un usage des cassettes, des bandes magnétiques. Non. Le pitch du iPod, hein, toute ma vie de musique sur moi. C'est clair, la musique c'est important, ça vient de l'intérieur. Toute ma vie de musique sur moi. Ça aurait voulu dire 1 million de titres. On ne peut pas le faire tout de suite. 100 000, ça serait bien. 10 000, on peut tirer tout de suite. Ça fait déjà 4 heures de musique différentes par jour pendant 5 ans. Hein. C'est mieux que 12 titres sur un CD. Mais c'est parti de toute ma vie de musique sur moi. Et souvent on dit, faites attention, on le voit dans le grand public, mais je vais revenir sur le B2B. On dit, ah oui, mais mythique, c'est le marché du haut débit vers le... Non, non, c'est le marché de la solitude affective, ça n'a rien à voir avec le haut débit. Peut-être que le haut débit est une solution, mais c'est pas le marché du haut débit. C'est pareil pour Skyblog. Les enfants et adolescents français ont le plus de blogs au monde, plus que les Japonais, plus à cause de Skyblog principalement. Hein, 12 millions de blogs. C'est vrai, c'est pas le marché du haut débit, c'est le marché de l'expression adolescente. Ça n'a rien à voir. Bon. Donc il faut partir de l'individu. Je le montre là pour un cas précis. Vous pouvez prendre le train. Donc vous dites, nous on a une solution, chemin de fer. Hein, Société nationale des chemins de fer. Au niveau de la valeur ressentie par l'individu, bon, on prend le chemin de fer plutôt que la route, mais ça ne parle pas tellement. Alors on dit, oui, mais attendez, on n'est pas stupide, on parle de transport, déplacement, plan de déplacement et de transport en région parisienne, adaptation des horaires et tout le barda. C'est encore pas terrible au niveau de la valeur ajoutée utilisateur intimement ressentie, si vous voulez. Quand on commence à parler de voyage, partir, arriver, oui, on part, on pleure, on se tape sur le dos, on arrive, on s'embrasse. Là, il y a du vécu derrière. Hein, on sait. Mais l'idéal, on part pour... Il y en a un poète qui dit que le vrai voyageur est celui qui part pour partir, mais il part aussi pour arriver, en fait. Rencontres, visites, vacances, aventures, découvertes, hein, etc. Terre d'aventure, détente, bref. Là, vous êtes dans les très hautes valeurs ajoutées utilisateurs et sont pas payés très cher. Plus on approche de l'individu, plus la valeur explose. Hein, et là, vous voyez, SNCF lâche des start-up à l'intérieur pour aller chercher ça, hein, dans le ressenti profond. Aujourd'hui, l'essentiel de la conception des services les plus innovants, c'est la conception d'expérience, ce que les gens ont vécu, hein, directement. Il y a une société de télécom française qui dit « on part de vous et ça change tout ». Ça change réellement de tout si on part réellement de vous. Hein. Bon. Je n'ai pas l'avis sur le service. Par ailleurs, alors il faut déjà aller chercher les ressentis profonds. En plus, ils bougent. On est dans une période où la société bouge vite. Là, c'est les valeurs montantes, porteuses, dans les relations services. Autonomie, transparence, sécurité, image de soi, etc. Alors on peut dire, moi je m'en fous, mais à ce moment-là on prend le courant à contre-pied, quoi. Hein. On rame, il faut ramer si on n'est pas dans le sens du courant, si vous voulez. C'est les valeurs montantes, il vaut mieux les accompagner et monter avec. Hein. C'est meilleur que l'inverse. Et puis il y a des valeurs collectives qui arrivent constamment, renouvelables, durables, éthiques, équitables, etc., écologiques, biodiversité, etc. Alors on peut dire, je rajoute un petit truc, c'est les fêtes, je mets une étiquette, on donne 10 centimes à Médecins du Monde si vous échangez votre vieux logiciel contre un nouveau logiciel, mais je dirais l'idéal, c'est de l'intégrer réellement dans le service. Donc on est entre un secteur où ça bouge tout le temps, les connaissances bougent. La société, déjà, il faut aller la chercher loin et elle bouge. Évidemment, si on fait un point fixe et qu'on ne bouge pas, un peu de tectonique des plaques montre que ça va péter. Donc, il faut avoir reconfiguré la relation entre les deux. Et on est en ce moment en phase d'innovation révolutionnaire. En fait, les grandes vagues d'innovation, je ne vais pas en faire un cours historique, elles se passent toujours de la même façon. Il y a une longue période de révolution scientifique, ça bouge dans les mathématiques, dans la singularité, dans tout ce que vous voulez, ça ne frappe pas la population. Ensuite, ça débouche sur une innovation, une phase de révolution technologique. Alors là, ça bouge dans la techno, vous avez tout un tas de codes nouveaux sur la techno, on va voir une 50aine de techno nouvelles, par exemple, dans le domaine technologie de l'information, communication, intelligence. Ça déstabilise plutôt tout le monde parce qu'on ne sait pas trop, puis en plus, il y a plein de standards. Et à la fin, on a une période assez violente de synthèse. C'est-à-dire, comme on maîtrise toutes ces technologies nouvelles, au lieu juste de changer des anciennes briques par des nouvelles, on reconfigure complètement le produit. Et ça donne une impression de progrès. C'est à ce moment qu'arrive le progrès. Parce que je vais vous montrer des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'on passe d'une vision de l'innovation qui était linéaire, comme là, on améliore l'existant, par exemple on passe du CD au DVD, c'est les mêmes rondelles, plus denses, on met de la vidéo au lieu de mettre du son. Là, c'est autre chose, on ne part pas de l'existant, on part de l'idéal, et on le dégrade, parce que l'idéal n'est pas atteignable directement. CD,
iPod. Vous voyez, il n'arrive pas, c'est pas un CD low cost ou un CD HD ou un CD premium. C'est rien à voir du tout. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus performant. Exemple, vous voyez, vu par les entreprises, ça c'était disque vinyle, ça c'est la cassette Philips. Vous voyez, il y a l'iPod qui vient de tomber du ciel, on va voir, c'est Dieu qui l'a envoyé en fait. Et donc Philips avait fait ça, Philips c'est ça. 3 fois Philips avait donné le ton. Et dans le dernier, avec le CD, à peu près en même temps que Sony. Là, il arrive un nouveau. Alors on dit, oui, il y a eu 3 ou 4 révolutions technologiques. Pour l'individu, pour la société, il n'y en a eu qu'une. Ça c'est 10 à 12 titres, ça c'est 10 à 12 titres, ça c'est 10 à 12 titres. Qualité, fonctionnalité, ça c'est 10 000 à 12 000. Vous pouvez les acheter, les voler, les échanger, les télécharger. Il y a 250 millions d'iPods dans le monde, aucun n'a les mêmes titres. C'est la fin de l'industrie du disque, c'est le début de l'industrie de la musique, en simplifiant. Ça, c'est, voilà. Et là, on repart de l'individu. En ce moment, il y a dans les tuyaux toute une série d'innovations révolutionnaires, je vous montre 5, juste pour voir ce qui déboule. Ici, par exemple, vous avez l'évolution du fauteuil roulant. Depuis celui de Danton, en bas, c'était le plus moderne du temps de la Révolution, vous pouvez tourner, tout ça, aller à la chambre. Après, vous avez de l'aluminium et du nylon. Après, vous commencez à faire avec des batteries, lithium-ion, métal, du carbone, des pneus basse tension. Vous avez celui qui est le plus avancé, celui de Segway, avec stabilisation 3 axes, etc., qui monte les escaliers, il se dresse sur les routes derrière et on monte, etc. Mais tout ça, ça vous donne que des fauteuils roulants. La révolution copernicienne, depuis 10 ans, c'est l'exosquelette. Vous voyez le jeune homme là-haut, il est paraplégique, qui part en randonnée dans la neige avec ses amis pendant 2 heures. Ça repart de l'idéal. L'idéal, c'est pas d'être sur des roulettes pour toute sa vie. Il y a 40 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont paraplégiques ou tétraplégiques dans le monde suite à accident de moto, d'auto ou de sport. On dit pour toute ta vie sur un fauteuil roulant. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver la position verticale. C'est comme ça que l'homme a été conçu. Et vous voyez, il ne fait pas handicapé en plus. Et un tiers du sac, c'est pour l'énergie. Si vous travaillez tous les matins avec les gens qui ont des fauteuils roulants, que vous êtes dans tous les hospices et vous analysez comment ils fonctionnent et leurs usages, vous ne ferez jamais l'exosquelette. L'exosquelette, il repart d'une vision. Il repart d'un idéal. C'est juste ça qu'il faut voir. Le risque, c'est de faire le meilleur CD du monde au moment où on passe au MP3. Ça arrive à Sony. Ici, vous voyez, cœur artificiel, 25 ans d'R&D, enfin 26 maintenant. Et il y en a 5 aux bandes qui tournent depuis longtemps. Les premiers sont implantés l'an prochain. C'est révolutionnaire. Je passe sur le nombre de technos qui convergent. Objectif 12 millions dans les 30 ans à venir. L'idéal, c'est pas d'attendre que quelqu'un d'assez jeune se tue ce week-end pour lui piquer son cœur. Voilà. L'idéal, c'est de faire comme avec les fausses dents, un faux cœur, il est prévu pour fonctionner 25 ans. Et dès les premiers, ils sont 40% moins chers que ce qui existait. Ça n'arrive que quand on maîtrise parfaitement toutes les technologies constitutives. C'est pour ça que ça arrive en dernier. C'est le premier avion à commande électrique, ça arrivait 130 ans après l'invention de l'électricité. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de câbles, il faut être sûr qu'on a confiance dans l'électricité. Là, vous voyez un autre produit qui va arriver, qui est plus de 32 ans de recherche-développement, pour vous dire, c'est l'interprète automatique. Samsung tirera le premier l'année prochaine. On a fait une démonstration au Palais de la Découverte. C'est interpellant au niveau du vécu. Là, le portable, ils rompt la distance physique, là, ils rompent la distance de la langue. On appelle ça un interlocuteur en attendant. Faites allô, allô, ça fait mouchi-mouchi de l'autre côté. C'est une bombe technologique. Si on dit la complexité technologique, et ça respecte votre style. Ça, c'est de la révolution. On estime que c'est une des plus grandes révolutions qui va arriver pour les gens. Ça va changer les choses. Là, en Thaïlande, discuter avec un paysan au bout de sa rizière, ça n'est jamais arrivé avant. Autre cas, vous voyez, il arrive des choses sympas. On dit aux gens, attends, le meilleur va venir, calmez-vous, le meilleur va venir. Il faut tant qu'on maîtrise les trucs. Vous voyez, le bâtiment, là, il est ultra moderne. Là, il était virtuel, mais il vient d'être terminé il y a quelques semaines. C'est l'Institut mondial de la vision. Vous voyez, on greffe une puce, une petite matrice CCD sur la rétine, là. On reconnecte au nerf optique, ou un autre nerf d'ailleurs qui va au cerveau, et le cerveau commence à interpréter ce qu'il voit, et on fait voir, on voit à peu près comme une photo infrarouge, on fait voir des aveugles de naissance. L'Institut mondial de la vision, va être la référence absolue dans le monde, un peu comme l'Institut Pasteur. Voilà, aussi, un dernier point sur un service clé, service de santé. C'est 16% du PNB aux US, 14% en France, ça va exploser à 20%. Tout est en déficit, il faut impérativement innover. Donc, tout le monde est sur le pont. J'ai vu récemment, pendant des formations pour les patrons des CHU, si vous voulez, on bascule actuellement d'environ 20% de chirurgie non intrusive, qu'on appelle ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez dans la journée, vous ne couchez pas à l'hôpital. D'ailleurs, on ne mesure plus maintenant un hôpital en termes de lit. Le but, ce n'est pas de coucher, c'est de sortir le plus tôt possible. Donc, 20%,
non intrusif. On passe des petits trucs, on coupe pas le ventre avec des fils et tout ça. Voire on fait de l'interférométrie entre des lasers, ils ne trouvent pas la peau, mais quand ils vont se rencontrer, ça va faire mal à la tumeur. On va basculer à 80% de non intrusif. Donc un pauvre basculement, ça veut dire travailler avec des gens comme vous, des softwares, de la microélectronique, de l'image artificielle. C'est pareil, il faut être sûr, hein, parce que si le médecin il voit syntaxe error, bon, il n'est pas... Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Bon, hein. Vous étiez tous habillés en médecin, d'ailleurs, ça m'a impressionné en arrivant. Bon, donc ça, je vous dis, c'est des choses qui arrivent. Plus on combine de techno, plus on prend de risques. Une techno, ça marche bien. 2 aussi, 3, 5, 6, 15 en même temps, on dit ça fait beaucoup, quoi. Hein, vous voyez, rien que là, on dit, il y a des vidéos, parce que si c'est entre vidéo et PC, c'est pas... Ça fait 25 ans qu'il y a vidéo et PC, ils s'entendent toujours pas complètement bien tout le temps. Hein, bon. En plus, si je dis non, je suis sur une carte, ça vient directement du web et je suis en Wi-Fi, on dit emmerdez pas le monde. On l'a dit l'autre jour, à une grande salle de conférence moderne. Donc, dès qu'on joue sur la combinaison des technos, on prend un risque. Par contre, ça délivre. Encore, je vous montre 2 services qui vont débouler, ils sont en bêta-test, ils sont français d'origine. Cyberteacher, apprendre une langue à son insu, comme un enfant apprend sa langue maternelle sans que sa maman lui ait jamais donné de cours. C'est beau, hein? 800 heures pour apprendre une langue aujourd'hui contre 4000. Ipseo et Silor, for your eyes only, c'est marqué, pour vos yeux uniquement. 500 variables personnelles de votre vue, ça vous sort je ne sais pas si on peut encore appeler ça des lunettes, un système de vision, personne sur Terre aura le même. Combinatoire 500, hein, vous êtes des matheux, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc ça, c'est les produits-services qui déboulent de la révolution technologique en cours. Croyez-moi, il y en a d'autres dans les tuyaux. Ils font le break, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de la même chose. Hein, on est dans une logique... Je veux que les gens voient, qui mangent bien, qui remettent debout, qui comprennent une langue qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, on est sur du basique, vu par l'individu. Et le lieu d'observation d'innovation, c'est les lieux de vie maintenant. C'est-à-dire la cour d'école, si vous voulez faire du Tamagotchi, de la DS, de la 3DS et autres objets adorés par les enfants. Le sport, si vous êtes chez la FUMA, aussi si vous êtes chez Oxylane et autres. L'hôpital, là, il y a un monsieur à droite, là, il sent pas trop l'innovation. Hein, c'est l'instant ricoré, comme on dit dans la famille. Petit-déj, c'est le moment cool dans une famille. Tout le monde a dormi, c'est à peu près calme. Les ados aussi, ils sont cool, donc on peut discuter de certaines choses, c'est une nostalgie, vous voyez, le café grand-mère et tout ça. Voilà, tout le monde essaie de s'assimiler à ce moment merveilleux où c'est le petit moment cool, quoi. Hein, la salle d'opération, je vous dis, où il y a tout le monde, le bureau, c'est de là que ça part aujourd'hui. Par exemple, en Finlande, qui est un des pays les plus innovants, c'est eux qui ont introduit le concept de Living Lab, qui est devenu n'importe quoi d'ailleurs avec la commission. Mais bon. C'est de partir du lieu. Ici, par exemple, c'est considéré comme la maison de retraite la plus innovante au monde. Vous voyez tous les partenaires qui sont regroupés pour essayer d'avoir là ce qu'on peut faire de mieux pour des personnes âgées, et après on pourra le reproduire ailleurs. Un peu comme l'aéroport d'Helsinki aussi, vous avez une quinzaine de services qui en font l'aéroport préféré dans le monde. Il y en a d'autres que vous avez vu qui ne sont pas préférés, donc il y a un petit peu de boulot à faire. Bon, ça c'est au niveau du vécu, on dit, mais pourtant, si vous saviez les investissements qu'on a fait, les services qu'on a mis, ah oui, mais la seule chose qui compte, c'est le vécu. Hein. C'est le ressenti profond, c'est l'expérience que l'on a eue. On dit, oh là là, c'était terrible. Hein, on arrive avec les valises, bon. Le mec, il n'a pas vu qu'il y avait... Alors, exemple, je vous le montre, on vous a montré tout à l'heure, la cité idéale. C'est un des objectifs. À chaque vague d'innovation, on veut rebâtir la cité idéale. La ville la plus innovante du monde, elle a reçu tous les prix, moi j'en ai remis au maire d'Helsinki, Innovation Dynamis, ville la plus innovante au monde. Ils mettent ville d'Helsinki, roadmap 2050, route vers la cité idéale. Alors, je ne sais pas, dans votre entreprise, vous dites, tiens, je vais faire un plan 2050, vous allez voir. Il y aura tant déjà en ce moment, puis il y a les élections générales et tout, le bordel. Ah, déjà, 2013, 14, 15, 2050, t'as fumé là, enfin, je sais pas. Bon, mais dans quel sens croyez-vous que ça se lit, ce programme, auquel participent 50 000 personnes et organisations? Il se lit dans ce sens-là. C'est-à-dire l'objectif, on a mis 2050, parce que c'est quelle ville on va laisser à nos enfants? Quelle serait idéalement la ville? Et si on veut un grand forum central, comme il y avait à Athènes, où on se retrouve et tout, c'est maintenant qu'il faut faire des options sur les terrains quand ils se libèrent. C'est un rétro-planning. C'est exactement comme dire, toute ma vie de musique sur moi, on ira 1 million de titres, et là on a tout, tous les Beatles, tout Mozart, Köchel 237, tout ce qui vient de sortir la semaine dernière, tout, clair, sans bavure, hein. Mais tout, ça fait un peu gros quand même pour l'instant. Donc 10 000, première étape vers tout. Là c'est pareil, ça se lit dans ce sens-là. Hein.
Alors, et en ce moment, tous ceux qui balayent tout sur leur passage, c'est ceux qui ont ces démarches, je l'ai vu chez Google, chez Apple, chez plein d'autres entreprises comme ça. C'est quand, moi j'avais travaillé pas mal dans l'observation de la Terre, quand Google a dit, le plus simple c'est de numériser toute la planète à partir de là. Donc ça dit, numériser toute la planète. L'armée américaine, en 25 ans, elle fait 20%. Hein. Donc vous voyez, oui, ils l'ont fait. Hein. C'est ça, c'est qu'en plus ils l'ont fait. Donc, révolution digitale, révolution des réseaux. Vous voyez ici, human-centric, c'est pas le petit bonhomme de Léonard de Vinci, mais là, vous connaissez ça sur le web. Vous avez une cinquantaine de technologies liées aux techniques information, web, réseau, Ajax, Wikis, etc., hein, et autres RSS. Évidemment, le monde futur ne va pas se définir autour d'Ajax. Déjà, beaucoup croient que c'est une lessive en dehors de votre domaine, mais en plus, ça évoluera, il y aura d'autres choses, ou sur RSS. L'intérêt de toutes ces technologies, c'est d'améliorer la vie des gens. Et quand on maîtrise comme ça une quantité techno, on remet l'individu au milieu, human-centric, ou la collectivité, pour délivrer une valeur exceptionnelle qu'on n'avait pas avant. Vous voyez, remettre debout quelqu'un qui ne marchait pas. Alors ici, je vous mets juste, c'est pour montrer le nombre de technos qui déboulent. On ne va pas les balayer, mais regardez, inventaire rapide, non exhaustif des NTIC en révolution rapide. 57. Hein, je passe. Hein. Alors, si on parlait de chacune, on serait de là encore demain matin. Hein, bon. Ici, vous voyez, pour le web, tout ce qui a bougé, hein, pour vous dire, au niveau des technos, au niveau des applicatifs, au niveau des formats, au niveau des standards, ça pousse, quoi. Technological push, évolution web 2.0, 3.0, je ne vais pas vous faire une analyse détaillée de cela. Mais on a, en fait, dans le domaine, si on prend simplement technologie de l'information et de la communication, 57 à 59, suivant que les gens chipotent si c'est la même chose ou pas, technologie nouvelle, en évolution très rapide. C'est-à-dire certaines gagnent 10% par an, certaines gagnent plus de 100% par an. Quand on est passé à la technologie DWDM sur les câbles en fibre optique, on a multiplié par 100 la capacité en une année, hein, en envoyant tout le spectre lumineux plutôt qu'un rayon. Donc tout ça bouge à toute vitesse. En quoi ça touche sur tous les services? Ici, je vous ai mis certaines technologies, mémoire vive, intelligence artificielle, moteur de recherche, conception assistée, système expert, langage universel, image de synthèse, traducteur, etc. Le problème qu'il y a, enfin c'est pas un problème, c'est aussi une solution, c'est que si vous mettez il y a 25 ans, la mémoire, l'intelligence, la recherche, la capacité de recherche, la conception, l'expertise, le langage, la synthèse, la traduction, c'était exclusif du cerveau humain. C'est-à-dire qu'on n'avait rien d'autre qui faisait ça. On avait une machine qui remplaçait les muscles, mais pas ça. Et mémoire, c'est pas de la rigolade. Hein, si on met, je sais pas quoi, Banks sur Google, ça vous met 484 millions de documents trouvés, recherchés en 0 seconde 02. C'est rapide quand même, comme classement mémoire. Quand vous voyez le temps, enfin il y a des anciens, le temps qu'il fallait à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour avoir un bouquin. Bon, donc c'est très... Alors, ce qui se passe, c'est que on est sur le territoire de l'intelligence humaine, c'est ça. Ici, vous voyez le cerveau primaire qui est commun avec les dinosaures, là, tout en bas, les 3 petits blocs bleus. Avec 5 secondes de mémoire seulement, ça sert juste à manger, se battre et se reproduire. C'est vite fait. Bon. Après, oui, mais si on termine tard, vous direz quand est-ce qu'on mange, et si c'est en fin de soirée, vous penserez à vous reproduire. Ça revient toujours là. Après, il y a le cerveau mammaire, le petit rond bleu, qui rend sympa, on s'occupe de ses enfants, on a le sens de la famille. Tout ce qui est orange, c'est le néocortex, c'est que de la com. C'est uniquement des technologies de l'information, de la communication, de l'intelligence. Identification, traduction, tout, même chose que vous faites dans vos bécanes. Hein. Donc, ici, si vous voulez, si vous aviez un neuropsychologue à ma place, il vous dirait, non, on sait très bien où c'est dans le cerveau, la mémoire. On sait la logique aussi, le calcul aussi, la recherche, le tri, le classement, identification. Il y a des gens qui ont reçu une balle à un endroit, ils ne reconnaissent plus leur mère. Parce que tout le monde sur Terre a 2 yeux, un nez, une bouche et 2 oreilles. Hein. Donc, on ne s'aperçoit pas qu'on a en fait un outil très précis pour arriver à identifier. Hein. Quand on veut le reproduire, c'est assez sophistiqué. Sélection, évaluation, traduction, reconnaissance. C'est-à-dire que ces techniques-là sont strictement sur le terrain de l'intelligence humaine. Et elles gagnent tous les jours. En mémoire, en capacité de calcul, en logique, en volume de choses. Alors, ça peut faire comme dans le cerveau, on se sert qu'un bout, on se rappelle, hein, mais surtout, ça débouche, comme dans le cerveau, des combinaisons. C'est-à-dire qu'on combine toutes ces avancées caractéristiques de l'intelligence humaine, c'est les humains qui les ont conçues, hein, ça se combine, et ça débouche sur quoi? Ben, sur des applications extrêmement complexes, proches de ce que fait l'individu. Pilote automatique, hein, il y a eu quand même 3 avions qui sont tombés dans le monde, conflit entre le pilote et le pilote automatique, donc il y avait bien 2 pilotes dans l'avion, il faut bien définir ce que fait chacun, pour ne pas se marcher sur le terrain de l'autre.
Si on prend la main, on prend vraiment la main. Si on ne prend pas, on ne prend pas. Sinon, chacun interprète. Rééducation, éducation, contrôle-commande, des évolutions considérables quand on voit les centrales de contrôle-commande de centrales électriques. Analyse de risque temps réel, analyse de paiement temps réel, comme PayPal, système expert, CRM, PLM, SOA. Les grands fournisseurs vous dites que ça s'adapte instantanément à votre business model. Pas toujours instantanément, mais presque, si vous voulez. Bon. Apprentissage, Fleet Management System, regardez ce qu'il y a chez Willybet, c'est un truc fantastique qui vous gère tous les 15 000 camions, tous les quarts d'heure reconfigure le système, des avatars intelligents, des expertises et tout. Ce qui fait que notre domaine des services, où l'individu est au milieu, il y a l'individu au milieu avec plein de techno autour. J'aime bien les présentations, et quelquefois on met un petit nuage. Dans le cloud, il y a les gens, là. Personne n'est dans le cloud. Ici, on vous dit, ben voilà, le bonhomme est au milieu, expression, publication, réputation, coordonnées, on essaie de classer tout ça. You, voilà. Don't forget you, sinon on est perdu, quoi. En fait, ce qui va se passer, c'est que, si vous voulez, le service, c'est quand même 80% de l'activité du PNB de pays modernes comme la France, l'Allemagne et tout. C'est l'essentiel de l'activité d'un pays. Service de santé, énorme, 16% du PNB. Service d'éducation, service de transport, service d'assurance, service public, service bancaire, service, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui peut être fait pour vous. Dans ce domaine-là, c'est des gens qui rendent service à quelqu'un. D'ailleurs, en économie classique, on définit le service comme secteur où il n'y a pas de gain de productivité. En vous disant un coiffeur, il vous rend service, vous coupe les cheveux. Si vous étiez chez le coiffeur dans un caravansérail à Damas il y a 2000 ans, c'est le même temps que vous avez aujourd'hui à Paris si vous êtes chez Desforges. Ça vous prendra 3 quarts d'heure pour une dame, 20 minutes pour un mec. Parce que le ciseau n'est pas électronique, on ne coupe pas au laser, donc bouf. Si vous occupez d'un malade, d'un autiste, ça sera pareil. Si vous faites une opération, ça sera pareil. Et donc, on disait, le service, c'est quelqu'un rend service à quelqu'un. Sinon, ce n'est pas du service. Et il y a une erreur, c'est de dire, c'est dématérialisé, donc c'est un service. Non, non. Si vous passez un coup de fil, personne ne vous rend service à personne. Vous utilisez un petit moment, un bout de circuit de France Télécom ou de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui n'est pas un service rendu. Dans les services, avec l'arrivée de ces technologies, qui sont des technologies proches de l'intelligence humaine, on a des systèmes qui commencent à rendre service. C'est-à-dire qu'on a une partie des services dont le coût va tomber parce qu'il est lié aux technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence. La plus grosse partie, c'est l'intelligence. C'était que de l'information et de la communication, c'est pas compliqué du tout. On a déjà réglé ça pas mal de fois. C'est la dimension intelligence. C'est-à-dire, par exemple, dans PayPal, il n'y a aucune décision humaine pour accorder votre paiement. C'est fait automatiquement. Parce qu'on est capable d'avoir des logiques qui fait qu'on intègre des informations pour voir si c'est cohérent. Et là, tous les secteurs des services, presse, vente, téléphone, magasin, édition, tout ça, il y a une tornade qui est passée, et la moitié même 2 tiers des logos que vous voyez, ils sont nés en 2004 ou après avec le Web 2.0. Il y en a 10 qui ont plus de 100 millions de clients, avec ces possibilités exceptionnelles nées de la combinaison des technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, on a ces technologies qui déboulent, des technos génériques, parce qu'elles sont communes à tous les secteurs, des systèmes de calcul, des plateformes, etc., plateformes applicatives génériques, dédiées, et on insère ça au sein des services. Et on crée des services nouveaux. En plus, on a des technos spécifiques. Si dans un hôpital, il y a des scanners, dans une banque, c'est des distributeurs de billets, c'est pas tout à fait les mêmes technos. Donc, il faut mailler avec les technos spécifiques, si vous voulez, d'un domaine de service. En haut, les rêves, désirs, idéaux, souhaits des gens. En bas, les métiers, c'est nos métiers d'aller sur cela, et on délivre en fait des services plus sophistiqués et plus efficaces. Pour les individus, le service doit toujours être d'une simplicité biblique. Je vous donne des briefs, des pitchs même de services. Accéder aux meilleurs cours quand je veux gratuitement. C'est déjà partout, les 500 principales universités du monde mettent en ligne leurs cours gratuitement quand vous voulez, en podcast, vidéocast. Apprendre une langue étrangère à mon insu, machin, vous avez vu, Cyberteacher. Voir quand je suis aveugle de naissance, Institut de la Vision. Toute ma vie de musique sur moi, iPod et suite. Aller en randonnée avec des amis alors que je suis paraplégique, exosquelette. Dialoguer avec quelqu'un en parlant une autre langue, on a vu. Soigner une maladie avant de l'avoir, ça s'appelle un vaccin, il y a toute une série nouvelle qui vont arriver. Éliminer définitivement une maladie chronique, ça c'est grâce à des technos qui sont moins dans votre domaine, plus sur la génétique, être opéré sans opération, ainsi de suite. C'est-à-dire que vu par l'individu, le nouveau service est extrêmement simple. Il est compliqué pour ceux qui le conçoivent. Et cette simplicité est déterminante.
nous, on a des bases de cas d'innovation, beaucoup, parce qu'on forme des gens dans le monde entier. Sur 3000, on n'a jamais vu un seul service plus compliqué à utiliser par les gens à qui on s'adresse qui a été un succès. C'est toujours plus simple à utiliser. Aucun contre-exemple. Je vous montre un exemple simple. Service rendu à un pilote. KISS, on dit aux États-Unis. From French KISS. C'est-à-dire Keep it simple and stupid. Alors j'en dis simple, d'accord, mais stupide. Ça pousse pas un peu loin. On dit, ben, la tasse, vous pouvez me dire que c'est une tasse intelligente, et je suis désolé, elle est stupide. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est chez l'individu, elle n'est jamais dans l'objet. On a peut-être délégué un peu, on a mis des éléments d'info, mais dire des baskets intelligentes, franchement, vous ne savez pas ce que c'est que l'intelligence. Donc le produit est stupide. Alors je vous montre un exemple pour un produit apparemment complexe. Service rendu à quelqu'un. Là, vous avez deux pilotes. Hein, c'est Concorde. Alors vous voyez, vous avez le poste de pilotage, puis à droite, là, en premier plan, il y avait encore un poste de mécanicien en vol, qui est bricolé pendant le vol. 360 sources d'informations fournies au pilote pour l'aider à piloter. Bon. Donc, service d'aide, personne en milieu professionnel. On va zoomer. Cette partie-là à droite, elle disparaît après Concorde. Il n'y aura plus pilotage à 3, pilote, copilote, mécanicien en vol. On élimine les mécaniciens en vol, donc on part de ça, qui est Concorde. Génération suivante, A320. Alors vous voyez, déjà, on commence à avoir de la place. Moi, j'ai piloté un peu, on disait s'il y a une place dans le cockpit, c'est qu'on a oublié quelque chose. Donc là, on n'a rien oublié, il y a un peu de place. A380. Alors vous avez vu, là, vous pouvez mettre des magnettes, tout ça, Dora l'exploratrice, photo des gosses. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le poste de pilotage, le cockpit aux 10 écrans. Hein, c'est la 380. Alors, nouveau, vient de sortir en service depuis 5 semaines, le Dreamliner. Poste de pilotage aux 4 écrans. Et puis vous avez vu, il vient de tomber des trucs du ciel, là. Vous voyez, il n'y avait pas avant. Hein. Stock, c'est nouveau, ça vient de sortir. Affichage tête haute, comme dans les avions de chasse. C'est-à-dire que pour ne pas baisser les yeux tout le temps, aux proximités des trucs qui est sombre et regarder loin la lumière qui est vive, on remonte tout devant les yeux, c'est-à-dire qu'on va éliminer ce qui est en bas, de telle sorte qu'on a ce dont on a besoin. Et vous avez vu, c'est dans ce sens-là. Hein, Concorde, c'était moins compliqué que ça. Hein, et toujours, on n'a pas vu de cas, nous, que l'utilisateur, pour lui, ce soit plus compliqué, même s'il y a plus de performance. Ça, c'est un absolu, si vous voulez. Parce qu'il a aussi d'autres choses à faire, il ne va pas se prendre la tête. Hein, c'est joystick. Ça va au point qu'il y a des pilotes de ces avions-là qui volent en Cessna 172 de week-end pour piloter, quoi. Pour être moins de joystick, si vous voulez. Bon. Vous voyez, EasyJet, ça veut dire facilité à voler. Hein, c'est pas Ryanair. Hein, c'est pas un low cost de chez low cost. Hein, c'est low cost, medium price, high profit. Hein, c'est pas tout à fait. C'est la compagnie préférée des PDG en Europe, EasyJet. Hein, faut savoir. Hein. 50 personnes passent leur temps à voyager tout le temps pour éliminer tout ce qui gêne la vie de quelqu'un qui voyage. Hein. Le mot easy est déterminant. Si vous allez à, je sais pas, à Venise, vous verrez, vous arrivez 3 quarts d'heure avant que n'importe quelle autre compagnie dans les meilleures conditions. Donc à la fois on réduit les coûts, les avions les plus modernes, et on adapte pour être le plus easy possible. Hein. Swissair a dégagé, c'était la compagnie aérienne la plus riche d'Europe. Aujourd'hui, EasyJet domine le marché suisse. D'autres exemples de simplification de la vie dans des services importants, Ryanair, je laisse, là c'est low cost de chez low cost, mais moitié du voyage se fait en bus, il ne faut quand même pas oublier, c'est transport par bus plus avion, hein, pas tout à fait pareil que transport par avion, hein, c'est plus long. Willybet, la plus grande flotte de camions du monde, hein, gérer système 400 messages montants et descendants tous les quarts d'heure pour tout optimiser, hein, le parcours, les paiements, les consommations, les données et les informations personnelles du chauffeur vis-à-vis de sa famille, etc. Extrêmement efficace, forte réduction du nombre de camions pour augmenter la quantité transportée. Et Dreamliner, on va revenir dessus. Aussi, ben voilà, des systèmes maintenance en ligne, préventive, hein, donc beaucoup moins de délais pour stopper le matériel quand on le réutilise. Hein, voilà, Total Care, Rolls ou se met en place Air France. Hein, c'est-à-dire que voilà, en fait, on vend sur le Dreamliner, on vend un direct operating cost. On prend la responsabilité totale je dirais même pas du service final, du vécu du service final. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le domaine B2B le glissement systématique vers des contrats de service et obligations de résultat. Hein, ce qu'on a vu dans le Golfe, on ne vend pas 4 centrales nucléaires, on vend 45 ans d'électricité avec un prix de pic, pas de pic, avec des pénalités si le courant n'est pas là, etc. Pareil pour, je vais prendre le cas de Londres, du métro de Londres. Hein, c'est-à-dire qu'on vend le ressenti et le vécu des gens.
Là, c'est une équipe de Bombardier sur innovation par rapport à un contrat invraisemblable, non, puis maintenant, c'est plus invraisemblable, celui du contrat du métro de Londres. Hein. Métro de Londres, ce qui a été vendu, c'est en fait un vécu client. Si les gens attendent plus que 5 minutes, à certaines heures, pauvre pénalité. S'ils attendent moins, non. S'ils sont trop serrés, vous payez plus et tout. Contrat effroyable pour donc Bombardier et ses amis, parce que c'est un engagement phénoménal, que les gens aient un vécu agréable de tout leur parcours. Ça veut dire qu'on doit, en amont, avec ces systèmes informatiques internes, délivrer quelque chose en externe et valider avec les autres partenaires, où c'est le client final qui dit « oui, mais là on a attendu », donc on rentre dans les pénalités. Il y a plus d'1,8 milliard qui a déjà été perdu sur ce contrat, pour donner une idée. Or, ce glissement vers le fait de transférer l'expérience et de payer sur l'expérience qu'aura le client du service que l'on vend, il a des impacts considérables sur la gestion des systèmes d'information qui sont en amont. Puisqu'en fait, ils ne trouvent leur justification que si effectivement on délivre. Et comme en plus, ça veut dire que le client n'achète pas le matériel, il paie au service rendu réel, c'est un petit peu comme à Maguise, version métro de Londres. Ça veut dire qu'on a trouvé un banquier d'affaires qui a acheté le matériel et qu'on a un remboursement en fonction de l'utilisation, plus le coût du capital. Bon, il y a des très grands constructeurs actuellement qui font l'expérience dure de ce genre de nouveaux contrats. Et même nos plus grands, les meilleurs, même les Allemands, certains souffrent, parce que c'est une révolution copernicienne, ce pilotage par l'aval. Et en plus, il y arrive des nouveaux participants dans le processus, co-conception, open source. On avait reçu dans les mardis d'innovation le patron de Mozilla, Firefox, et bon, c'est impressionnant le nombre de développeurs individuels, les 98 000 propositions d'amélioration du software reçues par jour, les dizaines de millions de testeurs, non seulement bénévoles, mais enthousiastes, qui fait que ça fait une sacrée force de frappe. Et crowdsourcing, sourçage par la foule. Compte tenu de la complexité de ce qu'on doit faire, le monde est déjà complexe. Fournir un service d'électricité tout le temps, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de la neige, et d'assurer les pointes et puis les pas pointes, etc., ou un service de transport, ou ce que vous voulez, ça occupe beaucoup de monde. On a des équipes projets de plus en plus complexes. Il faut garder une Dream Team pas trop large, mais derrière, tout de suite, c'est backupé par tout un réseau. Mais donc, complexité des compétences rassemblées, juridiques, financières, en plus, comme on vend plus du matériel, mais pas seulement du service, mais l'expérience que les gens ont de ce service, et c'est eux qui jugent, parce qu'on part d'eux, c'est devenu de plus en plus complexe. Alors avant, c'était ça, la R&D, c'était tout simple. Vous voyez, c'est la version simplifiée de ce qu'est la R&D vue par l'armée américaine. Research, Development, Test, Évaluation, Production, Opération. C'était créé en 1948 par la RAND Corporation. Étude amont, et hop, ça déroulait comme ça. Et tous les grands groupes ont fait ça. C'est trop long, ça met trop de temps, on part de la recherche pour arriver à l'opération, alors que là, on voit, il faut partir de l'opération. Vous voyez, tous les grands constructeurs de matériel ont besoin d'un opérateur avec eux pour bâtir un contrat de service obligation de résultat. On a besoin d'EDF comme opérateur si on veut vendre une centrale vue par un opérateur. Par rapport à ce schéma linéaire issu de la Deuxième Guerre mondiale, comme les Américains avaient gagné la guerre comme ça, tout le monde s'était aligné là-dessus. C'est un peu long. On a fait du concurrent engineering, je passe, en mettant en parallèle tout ce qui n'était pas nécessaire d'être mis en série. Mais aujourd'hui, on arrive sur des schémas beaucoup plus compacts. C'est-à-dire ramasser plutôt... On coopère avec les meilleurs partenaires pour délivrer beaucoup plus vite. Relations metteur-état de la science, valeurs technologiques qui fournissent les techno-constitutives, partenaires business, et on s'adresse à la société, pas seulement au marché. Le marché résulte du fait que, comme on répond à des attentes profondes de la société, il va y avoir marché, mais le marché ne préexiste pas. Apple dit toujours, nous, on n'avait jamais rien fait en musique, on ne peut pas partir de nos clients, on n'en avait pas. On n'avait aucune des technologies pour faire ça, de toute façon. Donc on parlait de l'idéal, et on a combiné des techniques venues de la Terre entière. Il n'y a aucune techno Apple dans le iPod, par exemple. Et en allant le plus loin possible dans les rêves et désirs des individus. Ce qui nous amène ce qu'on appelle maintenant les écosystèmes d'innovation. On coopère et on intègre quasi temps réel les innovations. Je ne vais pas zoomer sur ce que fait Google là, ce n'est pas l'objectif, mais ou ce que fait Tata Group, ce que fait Samsung. Système, interconnexion pour délivrer plus vite un service sophistiqué. Alors,
J'ai des réserves sur cette présentation, surtout quand on met en noir et blanc à gauche et en couleur à droite, c'est qu'on a un petit peu une vision quand même de privilégier la partie droite. Mais enfin, passer d'un modèle plutôt linéaire à un modèle qui est plus coopératif, instantané, voilà, c'est l'idéal. Drivers, écosystème, ça vous sort de la croissance, de l'emploi, de la prospérité, de la qualité de vie, de la compétitivité. Hein, un fournisseur avec un nouveau software de gestion de production. Mais le point important, et là je montre quelqu'un qui nous a quittés malheureusement, on n'est riche que de ses amis, dit Calogero, hein, c'est les paroles de Goldman. Pour le coup, Apple n'est riche que de ses amis. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les technos sont externes. Il y a 600 brevets chez Apple, il y en a 48 000 chez Samsung, pour donner une idée. Et on n'a jamais dépassé 3% de techno Apple dans un produit Apple. Et 6% d'Américains. Dans ce produit-là, il y a 17% d'Allemands, il y a 13% de Coréens, il y a 4% de Chinois, etc. Donc, je combine le meilleur état des technos du monde. Hein, community management, j'ai tout un tas de gens qui sont des fans, qui se lèvent la nuit à 2h du mat pour aller acheter un truc qui vient de sortir, $100 de plus que tout le monde dans 3 semaines, mais ils fonctionnent. Et en plus, ils éduquent les autres. On dit, t'as un problème avec ça, vous avez des réseaux, ça fonctionne bien, c'est pratique. Développeurs externes, 500 000, hein, on en paie 499 980, et les autres sont contents de participer au système, si vous voulez. C'est donnant-donnant, on dit, ou gagnant-gagnant. Là, c'est donnant-gagnant. Hein, c'est entre les deux. Pub des partenaires, c'est encore mieux en aval. Si vous regardez les quotidiens du monde entier, vous prenez l'Humanité, ou le Wall Street Journal, ou le San Francisco Chronicle, ou le Figaro, vous voyez au milieu, double page iPod. Disponible sur iPad, hein, 15 iPads à gagner par jour. Bon. Pub, et chaque journal tient ça comme iPad, comme un gamin dans la piscine avec sa plaque pour surnager, en pensant que c'est le futur. Donc, ça veut dire quand Apple s'endort le soir, le lendemain, il sait qu'il y a 22 000 publicités double page au milieu de tous les quotidiens du monde pour le iPad. Hein, payé évidemment par le journal. Et la dernière de couverture, c'est pour le 4S, qui est payé soit par SFR, Orange, enfin, tous ses amis. Donc voilà, c'est ce que veut dire, on est riche que de ses amis. C'est ce qu'on appelle l'écosystème d'innovation. C'est-à-dire j'anime le système dans une relation bénéfique à tous, mais avec un flux de bénéfices un peu plus important dans le sens concentrique. Hein, on dit on est au cœur d'une galaxie. Ce qui permet, vous voyez, R&D en haut en bleu, vous avez R&D de Nokia, en bas la R&D d'Apple. À droite, le chiffre d'affaires d'Apple, à droite, les profits d'Apple. À droite, tout en couleur, les dépenses d'R&D de Nokia par produit. À droite, ceux d'Apple. Bon, iPhone est public, le reste est secret, mais enfin, le total, il ne l'est pas. Voilà ce que ça donne. Parce que le principe, c'est de dire l'innovation est technologiquement neutre, dit Apple. C'est-à-dire que c'est le meilleur état des techniques, d'où qu'elles viennent. On ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Bien sûr qu'on paiera pour. Vous savez, le premier fournisseur de techno d'Apple, c'est Samsung. C'est 5,5 milliards par an, quand même. Hein, tous les composants électroniques, l'écran Retina, enfin tout ce que vous voulez. Parce que, et on paie évidemment des royalties, quelques dizaines d'euros pour des produits vendus quelques centaines. Ça fait partie du deal. Ce qui permet d'avoir une politique de dire, moi, je connais ce mouvement de recherche, 1 million de brevets par an, des nouvelles technos, la petite batterie que j'ai là, dans 6 mois, elle sera un petit peu plus légère, elle sera un petit peu plus performante, l'écran sera un peu plus fin, etc. Donc moi, je vous délivre ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Temps réel. Je m'appuie sur ce qu'il y a de mieux. Dans 6 mois, on se revoit, parce que dans 6 mois, le monde a changé. On sera 1 demi-million de brevets en avant, on sera un petit peu plus performant, et à ce moment-là, je vous délivrerai ce qu'on peut faire de mieux à ce moment donné. Ça, c'est interpellant pour toutes les autres entreprises. Sinon, on a lâché au niveau Alcatel, Sagem, Matra dans les téléphones portables, dans d'autres domaines sur les trucs. C'est parce qu'on n'a pas pu suivre ce genre d'évolution quasi temps réel en ce qu'on appelle en écosystème. Research in motion, on dit au Canada, hein, même si eux n'ont pas joué tout à fait de la même façon. Donc ça veut dire, moi, je suis l'organisateur et je pars de l'individu. Vous ne pouvez pas faire plus human-centric qu'Apple. Application d'une entreprise française à vocation de leadership mondial. Ici, on parlait de l'individu. iPhone, on dit 400 000 choses qui convergent vers moi, un peu comme dans le dessin de Léonard de Vinci. Là, on va parler de la société. Vous ne pouvez pas lire ce qui est autour, mais ce n'est pas grave. On part d'un schéma là qui est l'idéal de l'habitat humain. L'idéal vu par qui? Les urbanistes, les sociologues, les anthropologues, qui vous dit l'homme, idéalement, il a toujours voulu vivre comme ça. Proximité de la nourriture, de la nature, de la communication, de son travail, etc. Et à ce moment-là, il y a un équilibre quasi parfait. Bien, je pars de ça, c'est l'idéal. Hein, j'en tire. Qu'est-ce que je dois intégrer si je dois construire une ville nouvelle ou un quartier nouveau? Au niveau de la communication, au niveau du réseau, au niveau des services disponibles dans la ville. Et en ayant travaillé ça, j'en déduis une offre.
Je zoome, c'est-à-dire voilà ce que je vais offrir pour mes villes nouvelles. Énergie, eau, services, biodiversité, mobilité, etc. C'est l'offre de Bouygues Immobilier. Pour faire ça, au meilleur état de l'art, comme Apple si l'on veut, mais il va falloir intégrer le meilleur état des technos. Quatrième temps, je passe un accord avec les meilleurs fournisseurs de techno du monde pour avoir la meilleure offre correspondant à l'idéal de l'habitat humain. Et je commence à vendre des quartiers complets, voire des villes complètes dans d'autres pays. Et là, je vais chercher Cisco, Microsoft, Orange, Google, Samsung et tout, les gens de l'énergie, des partenaires. Il y en a d'autres où il y a aussi Casino, parce qu'il faut fournir de l'alimentation, Somfy qui gère, etc. Donc on voit, on part bien, comme on le voyait à Helsinki, de l'idéal, de l'optimum. Ça s'appelle des démarches d'idéalisation. Et à partir de ça, je vais bâtir quelque chose qui intégrera ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Et je mets en concurrence les fournisseurs des technologies, bien sûr, pour avoir ce qu'il y a de mieux. Et je suis le maître d'œuvre, celui qui délivre le service et qui est engagé longtemps pour que le quartier fonctionne ou que la ville fonctionne, avec l'énergie, la gestion des déchets et tout ce que l'on veut. Donc c'est des démarches. Dernier cas, le Dreamliner, qui vient de sortir. Alors d'une part, il est complexe et sophistiqué au niveau des partenariats R&D, au niveau de la simplification de plein de choses. Il n'y a que 15 Innovation Team Partners, que 1200 fournisseurs au lieu de 3008. Finaux jusqu'au tissu des sièges, 6000 au lieu de 30 000 sur le dernier avion de Boeing. Ça, c'est une chose. Mais surtout, et vous voyez des partenariats MIT, Boeing, Dassault Systèmes, IBM, donc système très, très réseau. Mais le plus important, et ça, c'est une équipe Boeing sur ce projet, c'est que c'est la première fois qu'on a une implication déterminante des passagers. Il y a 14 associations internationales de passagers qui regroupent 140 000 voyageurs. C'est eux qui ont piloté la définition du projet. Et ça, c'est une première mondiale. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, ils voyagent souvent et qui ont hiérarchisé et valorisé les choses. Et vous voyez des équipes spécialisées là, de ces associations de passagers qui viennent vérifier pas mal de choses. Et la vie des responsables associations de passagers sont très positifs sur ce qu'ils ont obtenu. Puisqu'ils ont le truc sur les oreilles, on a diminué l'altitude cabine, sur l'humidité dans la truc, tout le monde a toujours la gorge sèche, je passe sur le bruit de fond et tout. C'est-à-dire que là, vous pouvez lire, mais c'est pas le but, c'est l'avis des responsables des associations de passagers, qui eux sont des professionnels qui voyagent souvent. Ils ont des revendications précises sur ce qu'il faut éliminer, des revendications sur ce qu'il faudra intégrer, et ça a joué sur un point déterminant aussi, comme la taille de l'appareil. Boeing partait vers un module beaucoup plus gros. Ils sont aperçus qu'en fait, c'est le temps perdu dans les aéroports qui était déterminant. Et en jouant sur cette taille, ça ouvre 650 lignes directes qui évitent de passer par des hubs encombrés. Sur au Brésil, il y a que 2 hubs en nom de France, c'est Rio et Sao Paulo. Si vous voulez directement à Curitiba ou à Belo Horizonte, vous pouvez pas avec ça, vous direz. Et donc, c'est vraiment là, on voit arriver des acteurs qu'on n'avait jamais vus avant, qui sont des clients organisés. Comme on a les associations de malades dans les trucs et tout. Et je vous montre un test qu'avait fait, pour finir, Renault, pour définir ce que pourrait être une voiture optimisée pour les femmes enceintes. Et la toute petite enfance, quand le bébé est grand comme ça, où il y a des problèmes. Une femme, elle ne sait pas si elle met la ceinture sur son ventre, s'il y a un accident, si elle ne va pas tuer le bébé, ou en dessous, ou au-dessus, plus tout un tas d'autres emmerdements. Ils ont coopéré avec Doctissimo, qui est le principal site en France, parce que la petite santé, ça intéresse des dizaines de millions de personnes, qu'un forum qui marche très bien, qui est le forum grossesse. Toute femme a ou aura un bébé, donc ça les concerne. Il y en a qui ont eu des pépins, il y en a qui ont eu des accidents avec leur petit enfant. Et ils ont dit, voilà, on va proposer ce qu'on pourrait faire pour que ce soit une voiture optimisée pour les femmes enceintes, qui est un vrai créneau, plus que créneau, et la petite enfance. Ça a déboulé, mais beaucoup plus qu'anticipé, des contributions extrêmement structurées, parce que c'est pas... la vie panel conso, c'est les personnes, il y a plein de femmes qui sont ingénieurs, qui sont designers, qui sont techniciens, qui ont vécu les choses, qui avaient adapté des systèmes, ils ont reçu des choses très structurées. Là, c'était un peu pour de rire, entre guillemets, pour tester, mais ça valait le coup d'aller pour de vrai. Et on sait maintenant que cette contribution, cette participation déterminante des utilisateurs, parce qu'il y a les outils web et autres, à la définition, elle est irréversible. Elle est vraiment irréversible. Je vous prends 2-3 cas, mais on n'imagine pas dans le futur que 30 ingénieurs mâles définissent une voiture pour les femmes enceintes. Ça n'a pas de sens. Ils n'en ont pas l'expérience, ils n'en ont pas le vécu. Et vous voyez, ça les concerne, oui, mais indirectement. Et donc là, on l'a vu sur 2 produits, un produit révolutionnaire comme le Dreamliner. On va avoir d'autres trucs dans les voitures. Je pourrais vous citer beaucoup de cas où là, non seulement on a le pilotage par l'aval,
par le vécu, qui remonte le service, qui remonte le produit, qui remonte dans la maison au niveau des systèmes d'organisation interne, mais en plus avec intervention active de ceux qui sont au bout. Donc voilà, ça c'est... Alors, puis d'arriver de nouveaux entrants. Par exemple, dans l'auto, vous voyez quelqu'un qui n'a jamais fait d'auto, vous associez pas une marque de voiture, qui a des ambitions incommensurables dans l'auto, hein, et qui a déjà des produits en coopération avec Volkswagen, avec Android, enfin, etc., autres. Voilà, ici, c'est le seul exemple de test. Là, vous avez ce véhicule totalement sans pilote, hein, qui a déjà accumulé des milliers d'heures d'expérimentation sur les routes, puisque 2 États américains ont autorisé Google à faire ces expérimentations dans la vie réelle. Voiture sans pilote, vous voyez, ça c'est un idéal. La voiture, elle se conduit toute seule. Aucun constructeur n'a pu aller jusque-là. C'est Google qui mène le bal. Et qu'en plus, a numérisé toute la Terre. C'est Google Cars qui a numérisé toutes les rues, en rentrant sur le terrain des cartes Michelin, si vous voulez, d'autres terrains. Et donc, vous voyez, les nouveaux arrivants, ils pensent comme ça. Ces gens-là, ils pensent comme ça. Ils pensent idéal. On va passer devant les gens qui ont une vision ringarde de l'auto. Voilà, conduite autonome. Ce qui est quand même à pousser le bouchon très loin. Vous voyez, partir de l'idéal, la voiture se conduit toute seule. Voilà, merci de votre attention. C'était juste pour vous distraire après cette fin de repas.